Bon, allez, donc on était l'autre fois, on était en train de parler des restes végétaux et des domaines d'application. Et à savoir que dans les restes végétaux, il y a les macro-restes et les macro-restes végétaux et les micro-restes végétaux. Et on avait parlé des macro-restes végétaux. Aujourd'hui, on va parler des micro-restes. Alors, quels sont ces micro-restes végétaux? Il faut savoir que il y a tout d'abord, lorsque je parle des micro-restes végétaux, je parle tout d'abord de la matière organique végétale. Et cette matière organique végétale peut contenir les polysaccharides, dont la cellulose par exemple. Elle peut contenir aussi la lignine, la cutine, qui est une substance imperméable, une substance cireuse imperméable, donc des cuticules végétales, la cutine qui fait partie des cuticules végétales, des épidermes végétales. On peut parler dans cette matière organique végétale de l'exine aussi, des composés humides qui dérivent de l'humus et puis des bitumes qui, c'est un mélange. Lorsque je parle de bitume, ça veut dire c'est un mélange qui est un mélange d'hydrocarbures qui dérive donc en quelque sorte du pétrole. Bon, alors, quels sont ces micro-restes végétaux hormis la matière organique végétale? Il faut savoir que normalement, lorsque je traite les micro-restes, je fais une étude sur les micro-restes. Cette étude relève de ce qu'on appelle la micropaléontologie, c'est-à-dire qui demande l'étude, dont l'étude se fait normalement par l'intermédiaire en utilisant un microscope qui peut être un microscope optique ou un microscope, réellement un microscope électronique. Et plus spécialement, la micropaléontologie, lorsque je parle de la micropaléontologie, notamment végétale, je parle je parle de la palynologie. La palynologie, qui est la science des organes de reproduction des végétaux supérieurs. Il y a des cryptogames et des phanérogames. Il y a les gymnospermes et les angiospermes qui vont être ces organes de reproduction qu'on appelle des spores et des pollens, qui vont, notamment les spores et les pollens, qui vont être disséminés dans l'atmosphère et transportés par l'air, par exemple, ou bien par les animaux, et qui peuvent être déposés en fin du compte dans un milieu de sédimentation en vue de fossilisation, pour qu'on puisse les retrouver sous forme des micro-restes végétaux fossiles. Alors, c'est pour cela qu'on a intérêt à voir dans un champ microscopique, une fois on a fait un traitement sur le sédiment. Un traitement, comment on fait ce traitement? Tout d'abord, en vue d'une étude microscopique. Je prends le sédiment, je prends une partie du sédiment, je concasse le sédiment, je le fais passer par une série des acides afin d'éliminer toute partie minérale. Et ce qui va me rester à la fin, ce sera un résidu végétal. Un résidu végétal que je monte entre lame et lamelle en vue d'une étude microscopique. Et là, dans votre bouquin, il y a un terme qui est dit macération. Vous avez, bon, j'ai l'habitude de vous expliquer tout ce qui est suivi par un astérisque. Donc, macération, c'est le cas du mot macération, ça veut dire c'est une opération qui consiste à faire tremper donc le corps dans un liquide. Le corps, c'est le sédiment ici, dans un acide, par exemple, ou autre, pour extraire ce dont on a besoin, qui est le résidu organique. Donc, lorsque je regarde le champ microscopique, je tombe sur quelque chose comme ça. Donc, vous voyez ici la photo. Vous voyez la photo ici. Et qu'est-ce que ça nous montre? Alors, cette photo qui est prise sous microscope optique, ça nous montre un palinofaciès, c'est-à-dire l'ensemble ou bien
à quelques petites différences, je vais vous dire quoi, mais en gros, c'est un ensemble, c'est le palinofaciès. Donc, c'est l'ensemble de ce qu'on voit dans ce résidu organique. Alors, cette photo, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre tout d'abord, tout d'abord, ça nous donne une idée de la nature du milieu de dépôt. Là, dans cette photo, on voit qu'il y a de la matière organique amorphe. Yani, ce que vous voyez ici, dans 3, c'est une matière organique amorphe. Lorsque je dis amorphe, c'est une matière qui est informe, qui n'a pas de forme, qui est diffuse. Donc, et cette matière, elle est formée elle-même par des débris végétaux, mais qui n'ont pas de forme. C'est un mélange qui est un mélange amorphe, mais on sait que c'est de la matière organique végétale. Et lorsqu'on a beaucoup de matière organique amorphe dans une préparation microscopique, ça dénote quoi? Ça dénote évidemment que le milieu de dépôt, c'est un milieu qui est un dépôt qui est un milieu où il n'y a pas beaucoup de brassage d'eau. C'est un milieu qui est réducteur, qui est stagnant, qui a permis à cette matière organique de se trouver en grande quantité. Bon, alors, dans un, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir des débris de charbon, donc des débris de bois qui ont été carbonisés, qui sont là. Je peux voir un palynomorphe, c'est-à-dire un élément qui est figuré, qui est destiné à être identifié. Et dans ce cas-là, c'est par hasard que cette photo prise au microscope optique ne nous montre pas des pollens et des spores, mais nous montre comme élément figuré. Élément figuré, ça veut dire qu'on sait qu'est-ce que c'est, on peut l'identifier, on peut le déterminer. Et dans ce cas, on a un dinoflagellé. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ici, on n'a pas un pollen, on n'a pas un grain de pollen, on n'a pas une spore, mais on a un dinoflagellé. Donc, je répète qu'une préparation microscopique nous montre comme micro-reste végétal, tout d'abord de la matière organique amorphe, qui est le 3, ça nous montre ce qu'on appelle des palynomorphes, c'est-à-dire des éléments contrairement à la matière organique amorphe. Ça nous montre des éléments qui sont figurés, c'est-à-dire on sait de quoi il s'agit. Dans ce cas, on a le dinoflagellé. Ça nous montre aussi ici une cuticule, donc des épidermes végétaux, donc des épidermes et des cuticules donc d'un végétal X. C'est le 4 qui est masqué en quelque sorte, encore une fois, par la matière organique amorphe. C'est comme ici. Et ça nous montre aussi des débris végétaux carbonisés tels qu'un petit débris de charbon. Là aussi, ce qu'on voit au-dessus de ce débris de charbon, c'est de la matière organique, encore une fois, qui est amorphe. Ça va? Halla, parmi les éléments, ce qu'on appelle des éléments figurés qu'on arrive à déterminer, on va parler des dinoflagellés qui est là, on va parler des spores et on va parler des grains de pollen. Tout d'abord pour les dinoflagellés. Ça va jusque-là? Vous avez des questions? Allô? Bonjour Elio. Bonjour, docteur. Ok, je veux savoir si tout va bien. Hey. Oui, oui. Elio? Oui, docteur. Oui. Ça va? Oui, et vous? Bien. Et donc, pour les dinoflagellés, qu'est-ce que c'est les dinoflagellés? Vous avez ici un dinoflagellé qui est fossile. À savoir que les dinoflagellés, ce sont des micro-organismes qui sont unicellulaires, qui sont flagellés. Ils possèdent 2 flagelles et qui possèdent une coque qui est très résistante qu'on appelle une thèque cellulosique. Alors, les dinoflagellés, la plupart de ces dinoflagellés, ils ont été classés comme étant des algues à cause de leur chloroplaste. Mais il y en a d'autres qui se nourrissent du plancton qu'elles capturent avec leurs flagelles. Il y en a
la plupart, ce sont des classés dans les algues à cause de leur chloroplastes. Normalement, ce sont des phytoplanctons, hein, et leur distribution, il est conditionné par la salinité, les courants, la température, la densité de l'eau. Donc, les dinoflagellés, ils peuvent nous refléter des provinces, ce qu'on appelle des provinces océaniques, c'est-à-dire ils peuvent nous donner des conditions écologiques. Et surtout lorsqu'on se base sur les dinoflagellés, par exemple, en palynologie, lorsqu'on travaille sur les dinoflagellés, ces dinoflagellés, ils peuvent nous renseigner sur des conditions de l'environnement. OK? Mais ce n'est pas seulement ça. Tout d'abord, je vais vous parler des dinoflagellés fossiles. Alors, je disais que les dinoflagellés à l'état actuel, donc lorsqu'on a des dinoflagellés, ce sont des phytoplanctons et qui sont donc des phytoplanctons qui ont une coque résistante. Et par le fait que cette coque soit résistante, les dinoflagellés peuvent se fossiliser. Et lorsqu'ils sont à l'état fossile, de ces dinoflagellés, ils sont représentés par des kystes. C'est la coque seulement, c'est leur tête seulement qui va être fossilisée. Et ces dinoflagellés fossiles vont se représenter par des kystes qui sont donc composés, qui sont formés par une substance qui est très résistante et qui est proche de la chitine. Et ces dinoflagellés fossiles, on peut en trouver dans un milieu lacustre, mais c'est surtout, ils sont surtout marins. Et normalement, ces dinoflagellés, dans le microscope, c'est-à-dire dans les champs microscopiques, on peut les trouver selon deux grandes catégories. On a tout d'abord des dinoflagellés à tabulation, tel que c'est le cas ici. On voit qu'il est formé des plaques. Donc, regardez là, vous voyez mieux les différences. Donc, des dinoflagellés à tabulation et vous avez les dinoflagellés à expansion. Déjà, vous voyez la grande différence entre les deux. Et là, à tabulation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des projections, donc qui n'ont pas des projections en relief, qui n'ont pas des expansions, mais la tête ou la coque est formée des plaquettes. Donc, vous voyez ici les plaques qui sont donc la surface est formée on voit des plaques distinctes au niveau de la surface des dinoflagellés. Par ailleurs, vous avez la deuxième catégorie qui se présente, donc je parle toujours de ce qu'on voit comme dinoflagellés à l'état fossile, encore une fois au microscope optique. On voit soit les dinoflagellés à tabulation, soit les dinoflagellés à expansion. Et à expansion, c'est-à-dire ce sont des projections en relief. Les dinoflagellés fossiles, parce que ce qui nous intéresse toujours, ce sont les fossiles. Les dinoflagellés fossiles forment un bon indicateur stratigraphique, c'est-à-dire ils ont un intérêt écologique, mais pas seulement écologique, donc qui nous reflète les conditions de l'environnement, mais aussi donc un intérêt stratigraphique parce que les dinoflagellés peuvent être un bon marqueur stratigraphique. Ce sont des bons fossiles stratigraphiques, notamment durant l'ère secondaire, durant le Mésozoïque. Maintenant, je passe à autre chose et là, je vais passer à ce qu'on appelle les spores. Alors, lorsque je parle des spores et des pollens, alors tout d'abord, lorsque je parle des spores, la spore normalement, je signifie plus précisément la spore mâle lorsque les spores sont sexuées et dans ce cas, c'est la spore des mâles des cryptogames vasculaires, des ptéridophytes.
Et normalement, la spore, un petit rappel, يمكن شايفينهم بالبotanique هيدول, mais normalement, la spore, normalement, c'est une cellule qui est produite, normalement, produite à partir de 4, qu'on appelle les tétraspores, et qui est issue de la méiose, c'est-à-dire chez les cryptogames vasculaires, et selon le mode d'apparition des cloisons au moment de la division, ici à la fin, au moment de la méiose, et on a durant la méiose équationnelle ici, et ce sont les chromatides qui vont de chaque chromosome qui vont se séparer. Il en résulte 4 cellules haploïdes, et ces 4 cellules haploïdes forment les spores qui vont se fossiliser. Et là, je peux dire que selon le mode d'apparition de cloison, c'est-à-dire au moment de la séparation de ces 4 spores, au moment de la séparation des spores, selon le mode de cloison de séparation, cette cloison peut être une marque, soit une marque simple, dans ce cas à l'état fossile, on peut trouver une spore qui s'appelle une spore monolette, donc qui est qualifiée monolette parce que la cloison de séparation, il est formé d'une marque simple, soit la séparation va se faire selon une cloison à 3 segments, et dans ce cas, on parle d'une spore qui est trilette, qui se trouve ici. Donc, lorsqu'on voit ça, on voit les spores sous microscope optique, avant d'identifier la spore, c'est-à-dire avant de d'attribuer cette spore à sa plante mère, la première chose qu'on peut voir, est-ce que c'est une spore qui est monolette ou c'est une spore qui est trilette? Donc, je répète, monolette, c'est lorsque la cloison de séparation est formée d'un seul segment, tel qu'on a vu dans le cas de polypodium appartenant au ptéridophyte. شفناها بالتبي كمان. هيدي ما شفناها بالتبي. Si la cloison elle est à 3 segments, dans ce cas, elle est dite une spore trilette. Et après, à partir d'autres critères d'identification, je peux attribuer la spore à sa plante mère, identifier la plante mère. Donc, il faut savoir que normalement, c'est cette marque-là, qu'on appelle aussi cette cicatrice, c'est le lieu par où la spore s'ouvre lors de la germination. Maintenant, là, et évidemment, après la fossilisation, et en fonction du contour, la spore va prendre la forme va prendre la forme, soit une forme en haricot, soit la forme triangulaire, soit la forme circulaire. En ce qui concerne maintenant les grains de pollen, ça va? Ça va jusque-là? Vous avez des questions? Oui, ça va. Bon, alors, pour le pollen maintenant, là, je vous rappelle que le pollen, انتوا عاملين الكور البوتانيك تبع الفانيروجام, non? L'anatomie وهيك. Oui. Oui. اي يعني يلي بحكي يعني لازم تكونوا الاشياء في اشياء بتعرفوها. هلا pour le pollen, lorsque je parle du grain de pollen, à savoir que c'est la cellule germinale mâle des plantes de gymnospermes, des angiospermes, c'est-à-dire des plantes à fleurs. C'est la cellule germinale mâle des plantes à fleurs. Et normalement, la classification des pollens repose sur la présence ou l'absence des ouvertures qui se trouvent au niveau de l'exine. Pourquoi alors le grain de pollen peut se fossiliser? En dehors de sa taille petite, le grain de pollen peut se fossiliser à cause de son exine, c'est-à-dire à cause de son enveloppe externe, qui est l'exine et qui est constituée de ce qu'on appelle la
سبوروبولينين. انتم منكم ريسبونسابل بس تفهموا اكثر. دونك سبوروبولينين هي normalement c'est une molécule qui est produite par des cellules au niveau des anthères et la sporopollénine c'est une substance chimique qui est très résistante notamment à la corrosion chimique. يمكن pas à l'oxydation mais à la corrosion chimique elle est résistante, c'est-à-dire elle est résistante à tous les acides dans lesquels on fait la macération de ce sédiment. Et donc, c'est à cause de cette exine qui est très résistante, on obtient un grain de pollen à l'état fossile. Alors, à partir de là, à l'état de fossile, on peut toujours identifier le grain de pollen et l'attribuer à une plante mère afin de faire après d'apporter toutes les interprétations possibles. Comment on identifie les pollens? Entre autres, c'est-à-dire on regarde est-ce que le pollen il a des apertures, c'est-à-dire est-ce qu'il a des ouvertures au niveau de son exine ou pas. Par exemple, donc absence ou présence des ouvertures. Vous avez une absence d'ouverture, donc on peut qualifier le pollen de inaperturé, il n'a pas d'ouverture. Là, par contre, on a des ouvertures au niveau de l'enveloppe. Là, c'est sous forme de pores. Et là, c'est sous forme de sillon. Vous avez reconnu ça, c'est le chêne en vue polaire. Donc, il est colpé. Dans ce cas, on parle d'un pollen qui est poré ou un pollen qui est colpé, c'est-à-dire poré qui possède un ou plusieurs pores. Colpé, c'est-à-dire qui possède un ou plusieurs sillons. OK? On identifie aussi le grain de pollen d'après l'ornementation et la structure de l'exine. On peut voir est-ce qu'elle porte des ornementations, est-ce que les ornementations, مثل ما قلنا عن الشن مثلا, l'exine elle est ponctuée. Il a par exemple un noyer, l'exine elle est lisse et légèrement ponctuée, etc. Et d'après la taille ou aussi d'après la forme. La forme, donc, on peut décrire la forme de pollen. On peut dire est-ce que c'est une monade, est-ce que c'est tétrade, est-ce que c'est polyade. Qu'est-ce que ça veut dire tétrade, polyade? J'essaie d'expliquer les termes qui se trouvent dans votre bouquin. Donc, monade, c'est-à-dire il se trouve à l'état isolé. Alors, lorsqu'elle est tétrade, il peut se trouver, donc les quatre pollens à la fin de la division vont rester unis sous forme de 4 et polyades, ils vont rester rassemblés après leur formation en plusieurs individus. Bon. Ce n'est pas là la question. Pour vous, actuellement, parce que c'est un cours qui est à un niveau de M1, mais quand même, puisqu'il n'y a pas, ce sont des informations, ce sont des informations qui devaient faire partie de la paléontologie. مشان هيك أنا عم بحكيكم عن أشياء très simplifiée موجودة بالكتاب. حتى ولو توسعت شوي بالاكسبليكاسيون بس انتو بتضلوا بالضمن يلي موجود بالكتاب وبيكون كتير منيح. Tout simplement, il faut savoir cette année que ça existe au niveau de la 3e année. فهمنا؟ تمام. هلا. Oui, أنا أطش شوي عندك الإنترنت دونك اللي التراد والبولياد هول ويلي ريبيتي لأن ما لحقت. فينا نشوف أوقات plusieurs un pollen, un grain qui est à l'état isolé وحده, كما إنه فينا نشوف أوقات sous forme de tétrade ou polyade, بيبقى في عندي إياهم مجموعين مع بعضهم, plusieurs, يا أما tétrade en 4 يا أما en plusieurs encore.
فهمنا؟ Oui, merci. بون هيدول انتم اذا ما تخصصتوا فيهم ما رح تشوفون يعني بس انه il faut savoir cette notion انه on peut les voir sous différents et d'après ça يعني مثلا رح اعطيكم مثل ابعد شوي اذا بدي اخذ التيل اذا بتطلع فيه بالميكروسكوب البولين تبع التيل بشوفها دائما 4 يعني وقت اللي بشوفها دائما 4 انا اول ما اشوفها بقول هي تيل عم تفهموا؟ Oui. بس يعني ما بدي كثير اعشق لكم راسكم اكثر من هيك. هلا l'application de la palynologie. C'est quoi cette application? Il faut savoir tout simplement نحن قلنا les dinoflagellés normalement les dinoflagellés c'est un marqueur on a avec les dinoflagellés ils ont un intérêt stratigraphique يعني ils peuvent être des bons marqueurs stratigraphiques chronologiques notamment à l'ère mésozoïque. يعني هيدا l'air secondaire. هلا en ce qui concerne les spores et grains de pollen بس كمان dinoflagellés مثل ما قلنا انه ils sont conditionnés par la densité de l'eau, la température, la salinité. Ils peuvent nous apporter aussi des indications sur le milieu de vie. Maintenant, dans l'application de la palynologie, je vais parler des spores notamment et des grains de pollen puisqu'on avait déjà parlé on a déjà parlé des dinoflagellés. Ils vont savoir que notamment les spores et les grains de pollen peuvent être utilisés dans des domaines d'application qui sont énormes. Ces domaines d'application, إذا واحد est dans un milieu de recherche, يعني il fait une étude de recherche, il fait de la recherche. Tout d'abord, il faut toujours commencer par l'étude systématique de palynomorphes. يعني شو عم شوف هلا préparation microscopique et puis identifier ce que je vois. Donc, identifier les palynomorphes, c'est-à-dire identifier les spores et les grains de pollen. Et à partir de là, je peux faire, donc d'après la systématique, je peux faire une interprétation paléogéographique. Yani, attribuer selon la plante mère et l'identification, je peux faire une identification par rapport à la végétation actuelle et revenir dans la paléogéographie, dire par exemple telle essence, tel taxon, il vit dans un milieu par exemple élevé en altitude, tel taxon, il vit à côté de l'eau, tel taxon, il vit à côté dans un milieu qui est sec, etc. On peut aussi faire, toujours lorsqu'on fait de la recherche, on peut appliquer à la paléoclimatologie. À la paléoclimatologie et la paléoécologie. مثلا إذا جيت paléoécologie إذا مثلا شفت un salix ou un sol, de point de vue paléoécologie, بعرف إنه بما إنه عندي des grains de pollen de sol, بعرف إنه هون il y avait une étendue d'eau مثلا. À la paléoclimatologie, مثلا إذا شفت des grains de pollen de cèdre, بعرف إنه le milieu il était très froid. عم برجع بعد لكم اشياء شايفينها قبل نفس الاكزامبلات ما في لزوم ان نضيعكم وتروحوا ابعد عم تفهموا؟ Donc je parle de la paléoclimatologie. En ce qui concerne la stratigraphie, ça peut apporter aussi des informations. Ça peut apporter des informations dans la stratigraphie. Je vais vous citer un peu plus loin un exemple pour vous parler de la stratigraphie durant l'ère quaternaire, qui est une ère qui est relativement donc récente. تعرفوا l'ère quaternaire هو بلش لما خلص الère tertiaire يعني بلش من 60 بلشنا من ال 2 millions d'années حتى l'heure actuelle. يعني حتى مرق فيه les hommes près de la préhistoire كانوا بالère quaternaire. نحكي عنه بعدين à travers l'exemple بنحكي عن الstratigraphie. Donc les pollens et les grains de pollen et les spores peuvent constituer un objet d'étude, un objet intéressant dans un domaine d'application qui est l'archéologie.
dans l'archéologie كيف يعني؟ أول شيء إذا بعمل un échantillonnage sur une colonne stratigraphique, ça peut nous apporter beaucoup d'informations, surtout sur des moments d'occupation et d'abandon du site. يعني أنا جيت عملت une colonne stratigraphique وبلشت أدرس à différents niveaux بهالcolonne stratigraphique شو هن les grains de pollen وشو هن les spores. عم بحكي بالاركيولوجي. archéologie يعني l'homme existait toujours. إذا أنا au cours de l'étude en allant de bas en haut de la colonne stratigraphique ما بدي فرجيكم أكثر من هيك بس اسمعوا منيح وانتبهوا. de bas en haut de la colonne stratigraphique وصل وقت كان عندي كتير شجر شوي بنيفو أعلى بشوف أنا إنه الشجر ما عاد موجود des grains de pollen شجر أو ça a été réduit et il y a eu beaucoup de richesse en pollen de graminées. Hein? En pollen de graminées. Je peux dire, si là je fais une interprétation archéologique en fonction de l'homme, je peux dire que au moment où j'ai ce niveau avec richesse de pollen de graminées, que probablement c'était des moments d'occupation. Yani, il y a eu intervention de l'homme, il a découpé là les arbres pour cultiver. ومشان هيك كيف صار عندي des grains, par exemple des grains de graminées, les pollens de graminées. Donc je peux dire dans mes interprétations que ce sont des moments d'occupation. L'homme, il a fait un défrichement. L'homme, il est probablement toujours, c'est une hypothèse, يعني toujours avec le conditionnel, ok? Donc, probablement, l'homme, il a fait un défrichement, il a fait une déforestation afin de pouvoir cultiver les graminées. لأنه عمل culture. Donc, je peux dire alors qu'à un niveau toujours dans la colonne stratigraphique بطلع لنيفو أعلى بالإيتود palynologique بشوف بنيفو أعلى إنه من الأول وجديد صار في عندي هجوم للجران de pollen de forêt de forestation. Donc là, comme interprétation en fonction de l'homme, je peux avancer une hypothèse concernant l'abandon du site par les hommes. فهمنا؟ يعني je peux considérer que à ce niveau-là, il y a eu de nouveau une forestation, يعني de nouveau il y a eu l'abandon du site. هلا إذا بدي آخذ l'échantillonnage, donc je peux dire كمان فهمناها هالاكزامبل. هلا اذا بدي اكون عم بعمل échantillonnage qui est serré, qui est dit en planimétrie, يعني en planimétrie منه selon une colonne c'est pas selon la colonne stratigraphique mais selon une planimétrie. يعني عم باخذ échantillon هون échantillon أبعد بس sur la même surface horizontale et je fais l'analyse palynologique. Alors ça peut m'apporter des indications sur quoi. بشوف أنا يمكن يكون عندي هون عندي culture لأنه في عندي des grains de pollen de graminées ou de céréales. Donc je peux dire que l'homme il a mis il s'est mis à la culture de céréales. شوي في يشوف كمان بمحل تاني عندي هجوم للجران دو سيريال، يعني عندي كميات كبيرة. هالكميات الكبيرة في أعطيها interprétation مثلا إنه ça ne peut être que un lieu de battage de céréales. فيها هون قطفوا السيريال وجمعوهم سوا بهانجار مثلا، كانوا هيك عاملين. Je peux supposer cette interprétation لأنه
كان عندي grain de pollen de céréales كتير كبيرة. فإذا ça ne peut pas être expliqué par la culture, mais ça peut être expliqué aussi par une raison qui est plus poussée à l'extrême, يلي هي qui concerne le battage de céréales. يعني هون كانوا من بعد ما قصوهم مجمعينه. كما إنه بالأركيولوجي ça peut m'informer sur un dépôt funéraire. يمكن هون حاطين ميت، شفت un pot وهون صار في عندي بيجي الاركيولوج يمكن بيقول لي انا هون لقيت un pot une gamelle un pot ما بعرف شو، وانا بنفس الوقت شفت مثل كوان في بقلبه grain de pollen de زهور de fleurs. يمكن dans ce cas je peux avancer une hypothèse qu'il y a eu des dépôts funéraires à cet endroit-là. Donc ça, c'est une application archéologique. Je peux vous donner aussi un autre exemple. Lorsqu'on avait parlé de linceul de Turin, يعني الكفن يلي لفوا فيه المسيح, je sais qu'ils ont pu déterminer des plantes, à peu près 57 plantes qui ont été identifiées. De ces 57 plantes, il n'y a eu que 17 plantes identifiées qui peuvent, donc, qui croissent, si vous voulez, qui vivent en France et en Italie. Toutes les autres plantes poussent en Palestine. Voilà. Donc, là aussi, il y a eu une application sur l'archéologie. À partir de là, donc, vous voyez, on a plusieurs domaines d'application. On a la médecine aussi. La médecine, lorsque on analyse la présence de l'air, de différents types de grains de pollen dans l'air, et ceci pour un but ou une étude allergique. فإذا بنحط des filtres بالهواء وبنشوف à une époque معينة durant la floraison de tel taxon شو عم بيعطي effet على الناس. مثلا بنعرف إنه بوقت معين بالربيع في عنا ce qu'on appelle rhume de foin هو qui est dû à une allergie causée par des grains de pollen de graminées. وبتشوفوا الناس دايما عينيها بتبقى مدمعة مرشح كل الوقت بفترة معينة. Donc la palynologie a une application aussi dans la médecine. La palynologie a une application aussi dans l'agronomie, c'est-à-dire pour la pollinisation, pour le croisement. Donc, elle peut être utilisée dans un domaine d'application qui est la mélissopalynologie. La mélissopalynologie, c'est-à-dire le contrôle des miels. Et ceci, on peut détecter quels sont les grains de pollen qui sont présents dans le miel. Et ceci pour pouvoir définir tout d'abord la composition du miel. Il y a les واحد بيقول لي هيدا miel على زعتر مثلا، بتطلع بلاقي انه هيدا ما في زعتر في تيول، او هيدا ميل مثلا في توت فلور بتطلع بلاقي فيه بس سنديان. Donc ça permet de définir la composition du miel dans le but de pouvoir labelliser le pot du miel et pour pouvoir détecter aussi les fraudes. Et à la fin, je vais vous donner, donc, قلت لكم رح نرجع على الاستراتيغرافي لأنه الإتيود de recherche نحن فينا لازم نمرق obligatoirement par la stratigraphie. Et là, je peux avancer un exemple sur la stratigraphie. وهيدا الإكزامبل بس بتفهموه بس ما عندكم إياه كمان للدرس. عم تفهموا؟ أنا بهيدا الشابيتر كنت عاطيه اكزامبل باخر الشابيتر عن البيريود دو كونستركسيون دان دونجون بقلب شاتو، شلت لكم اياه لانه كمان سي بور c'est pas pour le niveau de 3e année, mais c'est pour le niveau de 4e année et plus. Et j'ai laissé l'application en paléogéographie, en stratigraphie. Je vais vous en parler, mais c'est pas inclus pour l'examen. فهمنا؟ Oui, d'accord.
c'est un cours intéressant, ce cours aujourd'hui, non? ما بعرف c'est un petit oui يمكن بس بتشوفوا قديش هالباليونتولوجي غني بالمعلومات وضروري شو ما كان مثلا انتم بيوديفرسيتي لو انه جيتوا لتتخصصوا بعدين بحيلا دومين تاني يعني بحيلا discipline qui se rapporte à la paléontologie, vous avez besoin de ces informations de base qu'on voit durant le cours de paléontologie. Pour l'application paléogéographie et stratigraphie, qu'est-ce que vous avez? On a fait une colonne stratigraphique et à différents niveaux, on a essayé de faire une étude palynologique et ce qu'on a obtenu ici, ce sont les pourcentages des principaux taxons qu'on a étudiés, qu'on a vus dans les champs microscopiques. Alors, tout d'abord, cette colonne stratigraphique, de point de vue chronologie, n'arrive il datait à peu près de 9000 before present, يعني avant la date actuelle, et ça peut aller jusqu'à 8000 before present, اللي هي البوريال, donc ça peut aller jusqu'à après jusqu'à 3, peut-être 4000 before present, يعني من 9000 لل 4000. طيب هيدول اجوا الاركيولوج عطونا اياهم بالمختبر وقالوا لنا انه la chronologie, la date c'est ça. Évidemment, il y a toujours une collaboration entre les différentes disciplines pour pouvoir, donc, une sorte, une contribution. Donc, il y a plusieurs disciplines. L'étude, toujours, pour avancer dans une boîte privée, par exemple, pour avancer des interprétations, il vaut mieux que plusieurs disciplines collaborent ensemble. يمكن هالداتاسيون كانت معطية à partir de la dendrochronologie, à partir du charbon, etc. Bon, alors, وقالوا لنا فرجونا كل حقبة لوين كانت منتمية. نحن بالبالينولوجي نعرف إنه durant le boréal, le noisetier يلي هي البندق بتكون كتير abondante. Elle arrive à reculer, donc elle est en recul lorsqu'on commence après 8000 before present, يعني avant la date actuelle, 8000 ans avant la date actuelle, le noisetier va décliner. Donc, on a regardé qu'est-ce que ça nous permet, et donc ça nous a permis, cette étude des échantillons sur une coupe stratigraphique. Ça nous a permis d'établir des spectres polyniques tout d'abord. Là, on a fait les études palynologiques et on a vu que ces spectres palynologiques reflètent l'évolution de la végétation et mettent en évidence des périodes palynologiques connues. Des périodes palynologiques connues, c'est-à-dire au boréal, voilà, le noisetier, il est très abondant, donc on a pu dire que à ce moment-là, c'est le boréal. Donc voilà la stratigraphie. On est en train d'avancer quelque chose en fonction de la chronologie. Donc le noisetier, il fait partie à cette abondance de noisetiers, donc ça veut dire on est au boréal. Et lorsque le noisetier va décliner, on commence à être durant l'Atlantique ancien. يلي موجود هون en fonction de la palynologie donc du quaternaire. On a une autre période chronologique qui est l'Atlantique ancien. À ce moment-là, durant l'Atlantique ancienne, on sait que à ce moment-là, on a le noisetier qui régresse au profit du sapin. Dès qu'on voit que le sapin
donc apparaît et subit une extension, le sapin, au détriment du noisetier, ok? En même temps, pas seulement ça, en même temps, le chenêt mixte, la chenêt mixte, pardon, qui est formée de chêne, tilleul et orme se développe. Ça veut dire on est en Atlantique ancien. Donc, en Atlantique ancien, on a le sapin qui apparaît et qui va subir une expansion ou une extension qui est notable. Et ça veut dire ici, on est à l'Atlantique ancien. Et après, à l'Atlantique récent, lorsque je vois le hêtre ou bien fagus, latin, le hêtre qui s'affirme et qui commence à apparaître et qui va s'affirmer. Donc, vous voyez le hêtre ici qui va s'affirmer plus tard. Lorsque là où il s'affirme, on commence à être au subboréal, et avec l'affirmation du être qui avance, on a la chenêt mixte qui va reculer. Donc, comme ça, en étudiant ces taxons et leurs variations, on arrive à établir des périodes chronologiques, des périodes palynologiques qui sont en même temps chronologiques et qui sont connues dans la palynologie. فهمنا؟ هيدا c'est de point de vue stratigraphique. هلا, de point de vue paléogéographie, lorsque je vois le noisetier qui est en abondance comme ça, qu'est-ce que ça peut indiquer en paléogéographie, le noisetier? Ça veut dire on a beaucoup des zones qui sont ouvertes. يعني الفوري منا كتير dense, mais on a des zones qui sont très ouvertes, qui dominent la flore. Puis, lorsque je vois l'apparition du sapin à l'Atlantique ancien, ça dénote un climat froid qui occupe le relief. Donc, on a des reliefs ici qui vont être occupés, entre autres, par le sapin. في عندي كمان en parallèle avec le sapin, j'ai l'aulne qui se développe. Donc là, l'aulne, il est indicateur, ce taxon, il est indicateur de la présence de l'eau. Yani, je peux savoir que d'un côté, j'ai des reliefs, d'un autre côté, j'ai un milieu qui est un milieu inondé, parfois un milieu humide qui peut être parfois inondé. Et après, à l'Atlantique récent, donc, le hêtre, il peut aussi donc seconder le sapin. Là, le hêtre aussi, il peut être à un certain relief avec un climat qui est relativement froid. Donc, من هالكولون هيدا أنا فيي إخلق un schéma paléogéographique et je peux imaginer le paysage. Donc ça, c'est une interprétation, c'est une application qui est paléogéographique en plus de la stratigraphie. Là, à partir de cette étude, j'ai pu avancer des périodes chronologiques qui sont bien connues durant le quaternaire en palynologie. فهمنا؟ دكتور في عندي شغله بعد قبل ما انسى انه il faut ajouter que normalement on peut utiliser la palynologie, c'est-à-dire les grains de pollen, les spores et les grains de pollen peuvent aussi être et peuvent servir en médecine légale quand même. شوفوا قديش واسع الدومين d'application. En médecine légale, ليش؟ لأنه هالpalynologie peut apporter des indices complémentaires sur le passé d'une victime ou d'un coupable. يعني أنا لما بجي بشوف جثة مسدودة بمحل فيي أعرف à partir des pollens إذا هيدي الجثة بالميدسين ليغال إذا هيدي الجثة انقتلت بهالمحل ولا اجت من محل تاني.
حسب شو بلاقي عليها grain de pollen ou en comparaison avec l'environnement إذا كانوا هالgrain de pollen البلانت مير تبعهم موجودين مطرح ما هي الجتة أو لا. شايفين الدومين c'est intéressant de savoir toutes ces applications. فإذا بالنسبة لهيدا الإكزامبل هيدا بس حكيتكم شرحت لكم عنه بس منه للفحص لأنه c'est pas de votre niveau, c'est d'un niveau plus supérieur. فإذا laissez-moi conclure le chapitre et puis si vous avez des questions. Donc on peut dire que micro-restes et macro-restes doivent toujours contribuer ensemble afin de pouvoir identifier la plante mère et après, à partir de ces plantes mères et donc à partir des plantes mères, on peut arriver à l'écologie, on peut faire des interprétations paléoclimatiques, paléoécologiques, paléogéographiques, etc., etc. Et il ne faut pas oublier que dans la palynologie, il y a des taxons qui peuvent être des taxons marqueurs, que ce soit des taxons marqueurs et qui sont caractéristiques aussi du climat. Et ceci, pour surtout en ce qui concerne les grains de pollen, les taxons marqueurs, les taxons stratigraphiques, surtout, je dis surtout, au quaternaire. Donc, ils peuvent nous renseigner sur le cadre chronologique de la coupe qui est en étude. Et ceci pour les graines de pollen. Et pour les dinoflagellés, par exemple, les dinoflagellés, ils ont un intérêt stratigraphique, notamment du secondaire, c'est-à-dire durant l'ère secondaire, le mésozoïque. Voilà, je pense que j'ai terminé pour ce chapitre. Allez, vous avez des questions? Oui, docteur, j'ai une question. Allez-y. Oui, On a encore 5 minutes. Oui. Au cas où on a trouvé des spores du sapin, on a dit que c'est un indice paléogéographique. Ce n'est pas un indice qui est paléoclimatologie. Ça peut être les deux, بس أنا هون عم بحكي عن الباléogéographie لأنه عم بعطي l'exemple pour vous montrer la paléogéographie aussi. Mais là, ça peut être les deux, لأنه c'est un climat qui est froid. Le sapin nous dénote, de point de vue paléoclimatique, un climat froid, mais paléogéographie, qu'il y a des reliefs, مثل السدر يعني. Ah, d'accord. Juste cela. Tout est clair, merci. Autre question. فإذا هيدا الشابيتر برجع بعيد أنا من الكور شلت شقفة ديجا شايلة une partie ورجعت هلا هيدا للفحص مش موجود عندكم. هيدا الاكزامبل. فهمنا؟ يعني بهمني أنا إنه تعرفوا إنه موجودين هلا الشابيتر اللي بده يجي بعد الظهر كمان بدي شيل منه اشياء للفحص. دكتور ميرسي دكتور. اوكي بتعرفوا انا بهالوقت كان عندي البروميير اني او 8h30 بس بدي اطلع معهم سيانس كيستيون ريبونس. الكور كان خلص بالبروميير اني دفشتهم من 8:30 ل 9:30 مشان هيك قلت لكم بس ل 9:30 وبعدين هلا بده يطلع قرارات جديده برئاسه القسم اون فونكسيون دو سا بنرجع بنشوف كيف عم نعدل الاشياء. كان بالنسبه للكور او جتبي جمعه الجاي يمكن هيئتهم مغيرين لنا الدوام. دونك اليوم بدهم يبعثوا لنا شو في اشياء جديده. دكور وبيعلموكم بعدين. Est-ce que vous avez une autre question? Je peux fermer? Merci, docteur. Merci, docteur. برجع بلاقيكم بعد الظهر لنعمل شابيتر تاني. دكور؟ أنا عرفت إنه في عنا بدهم يعطونا une semaine de rattrapage. بدنا نشوف إمتى لحتى من دون يعني أنا j'aime pas bousculer mes étudiants. مشان هيك دايما كنت عم بعطي شابيتر كل سيانس شابيتر بس اللي غلبنا هو قصة الفرص. خميس جمعة يلي هن 6 شابيترات بالكا نورمال راحوا علينا. ما راحوا يعني بس إنه كنا on était dérangés par cette interruption. طيب لكن برجع بشوفكم بعد الظهر 2:15 مش هيك؟
Yalla, OK. Donc, à cet après-midi. Merci, docteur. Rien.